Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où la science flirte avec le mystère et même l'espionnage, le tout à Prague. Oui, on va explorer un récit assez dense, basé sur des extraits d'un roman de Dan Brown, Le secret des secrets. C'est l'histoire d'un manuscrit sur la conscience qui sème la panique, quoi. Exactement. Avec la CIA, des technologies secrètes et nos protagonistes, alors Robert Langdon, qu'on connaît bien, et Catherine Solomon, une scientifique, disons, audacieuse. Tout à fait. Et notre but ici, c'est pas juste de raconter l'histoire, hein. C'est plutôt de décortiquer les idées fortes sur la conscience, de regarder d'un peu plus près ces technologies décrites et de suivre les rebondissements pour voir ce qu'il y a d'intéressant derrière le suspense. Parfait. Alors plantons le décor. Prague, Langdon et Catherine sont là, visiblement assez proches. Oui, il y a une relation qui commence à se nouer. Mais l'ambiance est tendue. Catherine fait des cauchemars assez terribles. Une couronne à pointe, une lance, une odeur de mort. Langdon met ça sur le compte de l'absinthe, mais on sent que c'est plus que ça, hein. Ça installe une atmosphère un peu lourde. Et ça nous mène directement à l'événement clé, la conférence de Catherine. Au château de Prague, oui. Et là, elle lâche une bombe. Le cerveau, selon elle, ne crée pas la conscience. Il ne ferait que la recevoir. Ah oui, quand même. La conscience serait pas dans notre tête, en gros. C'est ça l'idée. Elle compare ça aux grandes révolutions scientifiques, tu vois, comme passer de la Terre au centre de l'univers au Soleil au centre. Un changement de paradigme total. C'est énorme comme affirmation. Et dans le livre, elle a une preuve. Elle présente des EEG, des électroencéphalogrammes. Et il montrerait une activité cérébrale avant qu'on perçoive un stimulus visuel choisi au hasard. Avant. Genre une anticipation. Voilà. 4 millisecondes avant, d'après le texte. Comme si le cerveau savait ce qui allait arriver. Bon, c'est un élément du roman pour appuyer sa théorie. D'accord, je vois. Ça donne du poids à l'idée que son manuscrit est explosif. Carrément, si explosif qu'il devient une cible. Il y a un piratage informatique super sophistiqué chez son éditeur, PRH. Penguin Random House, oui. Et hop, toutes les copies numériques sont effacées. Il ne reste qu'une seule version, Papier. imprimée à l'ancienne par son éditeur, Jonas Folkman. Ce qui fait de Faulkner l'homme à abattre, j'imagine. Exactement. Et ça ne traîne pas. D'un côté, Brigitta Gessner, la neuroscientifique qui avait invité Catherine, est assassinée. Par qui? Par un type qu'on surnomme le monstre. Il cherchait des infos sur un projet secret. On comprendra plus tard qu'il est lié au Golem. le golem, ce personnage mystérieux. Et Folkman, lui, Enlevé. par des agents, un certain Uge et Schinbourg, qui bosse pour un M. Finch à Londres. Ça sent l'opération de grande envergure. Oui, on a la CIA, des agents londoniens, un assassin, le golem, qui d'ailleurs semble ambigu. Parfois menaçant, parfois protecteur. Tout à fait, notamment envers Sacha Vesna, l'assistante de Gessner. Il utilise même une tige en métal bizarre pour contrôler des crises, un truc lié à l'éther. Beaucoup de mystères dès le départ. Bon, ça pose bien les bases. Des idées radicales, un manuscrit convoité et des forces obscures en jeu. Allons creuser ces théories de Catherine alors. Volontiers. Le cœur de son IB, c'est cette conscience non locale, le cerveau comme simple récepteur, l'analogie du poste de radio ou du tuner. J'aime bien cette image. Le cerveau capterait la conscience depuis, quoi, un champ universel? C'est un peu ça. Le livre parle de champ akashique, d'esprit universel. En version moderne, ça donne le cloud, le Wi-Fi, le streaming. La conscience serait partout, et notre cerveau, avec son réglage unique moi FM, la filtrerait pour nous. D'accord, mais si elle est partout, pourquoi on n'en perçoit qu'une petite partie? C'est là qu'intervient la biologie, non? Le GABA? Exactement. L'acide gamma-aminobutyrique. Dans la théorie de Catherine, ce neurotransmetteur, qui normalement inhibe, calme le cerveau, agit comme un filtre. Un filtre pour nous protéger? Pour ne pas être submergés? Voilà l'idée. Il limiterait notre perception à ce qui est utile pour survivre au quotidien. Mais si le niveau de GABA baisse, et le roman associe ça aux expériences de mort imminente, à l'épilepsie, la méditation, certains psychédéliques, Alors, le filtre s'ouvrirait. il deviendrait plus perméable. Et ça permettrait d'accéder à une réalité plus large. C'est comme ça que le roman explique des phénomènes étranges. Ah oui, les exemples qu'elle donne. Le syndrome du savant acquis, c'est ça? Oui, des gens ordinaires qui, après un choc à la tête, développent des talents incroyables. Musique, maths, mémoire. Les cas d'Orlando Serrel, d'Eric Amato sont cités. Il y a aussi la xénoglossie, parler une langue qu'on n'a jamais apprise. C'est ça. L'exemple d'un jeune Anglais, T.E., qui parle allemand ancien après un coma.
Ou encore les cas d'enfants qui ont des souvenirs très précis d'une vie antérieure, comme James Leninger. Et le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, elle l'intègre aussi? Oui, pour elle, c'est une preuve que le cerveau peut capter différentes fréquences de conscience, différents états. Les alters, ces personnalités alternatives qui apparaissent souvent après un trauma. Ils sont vus comme des protecteurs. Exactement. L'alter peut prendre sur lui la souffrance, gérer des situations intenables, même cacher des souvenirs à la personnalité principale. Une sorte de mécanisme de survie psychique poussé à l'extrême. C'est assez fascinant comment le roman relie tout ça. Mais pendant que Catherine explore ces aspects, disons, spirituels ou extraordinaires, D'autres ont des visées beaucoup plus pragmatiques et inquiétantes. Le projet portail de la CIA. voilà, on découvre son existence sous un parc de Prague, Folimanka, un complexe secret relié au labo de Gessner. Et là, on change d'ambiance. Neurochirurgie robotisée, labo de réalité virtuelle, avec drogue, rohypnol, psychédélique, pour étudier, voire manipuler la conscience. Ça fait un peu froid dans le dos. Il fabriquerait même des puces cérébrales, hein? Oui, une salle blanche high-tech. Et le roman suggère qu'ils ont piqué une idée de Catherine, un maillage neuronal pour réguler le GABA. Ironiquement, ils utiliseraient son concept pour faire le contraire de ce qu'elle voulait. Et le but ultime de tout ça? Une interface cerveau-machine. Oui, une ICM. Mais pas seulement pour piloter un ordinateur par la pensée, non, pour lire l'œil de l'esprit. Lire les pensées? Les rêves. En temps réel, oui. Le nec plus ultra de l'espionnage, une sorte de vision à distance 2.0, mais technologique et intrusif. Forcément, ça implique des tests sur des humains. Le roman le montre. On a le scan d'un certain Dimitri Sissevitch avec un implant, probablement mort pendant les expériences. Et puis, il y a Sacha Vesna. L'assistante de Gessner, elle a des problèmes neurologiques. Épilepsie, perte de mémoire. Oui, et on comprend que ça pourrait être lié aux expériences rohypnol, peut-être même à des implants forcés. Elle est victime, mais aussi un élément clé malgré elle. Ce projet portail, c'est vraiment la face sombre de l'exploration de la conscience, hein. Le contrôle, la surveillance. C'est exactement ça. Le contrepoint total aux idéaux de Catherine. Et c'est là que le personnage du golem devient central. Justement, ce golem, qui est-il vraiment? C'est la grande révélation du livre. Le golem, c'est Sacha Vesna. Enfin, une partie d'elle, Un alter ego, comme dans le TDI dont on parlait. précisément. Une personnalité dissociée, née d'un trauma terrible vécu dans un hôpital psychiatrique. Des abus commis par une infirmière, Malvina, que le golem a d'ailleurs tuée. Donc, le golem est un protecteur pour Sacha, né de la souffrance, comme vous disiez. C'est ça, sa mission première, protéger Sacha, lui éviter de revivre ou même de se souvenir de l'horreur. Ses actes violents, tuer Gessner ou Michael Harris, l'homme qui lui a séduite sur ordre de Finch, c'est une vengeance contre ceux qui ont fait du mal à Sacha. Une manifestation de sa rage, de son instinct de survie? Tout à fait. Et c'est cette personnalité, le golem, qui décide de tout faire sauter, de détruire le projet portail. Une sorte de justice alors? Comment il s'y prend? C'est très technique. Il veut provoquer un quench. C'est une perte de supraconductivité dans le SMS, le système de stockage d'énergie du site. Une batterie géante, en gros. D'accord. En coupant le refroidissement à l'hélium liquide et en scellant tout, il vise une explosion massive. Une vaporisation de l'hélium qui raserait tout le complexe. Waouh. Ça mène à la confrontation finale, j'imagine. Oui, dans le dôme du portail. Le golem affronte Finch, le cerveau britannique du projet. Il le neutralise. Et ensuite, Ensuite, ouais. il donne à Langdon et Catherine de quoi s'enfuir, la carte de Finch, son pouce coupé. Il leur dit qu'il est mort bien souvent. Et il reste là, pour l'explosion. Un sacrifice. Langdon et Catherine s'échappent de justesse donc, aidés par un marine, Scott Kerbel, loyal à l'ambassadrice américaine, Hyde Magel. C'est ça. Mais à peine dehors, mauvaise nouvelle. Nagel est arrêté par la CIA, ordre du directeur Judd. Et du coup, Langdon et Catherine sont suspects, encore en fuite. La situation semble pire qu'avant en fait. L'installation est détruite, mais politiquement c'est un chaos. Idéaux de Gessner, sa confession. Exactement. Le golem avait laissé une note sur le corps de Harris qui a permis à Nagel de la trouver. Gessner y détaillait tout. Les expériences illégales, les sujets, les méthodes. Une bombe pour la CIA. Et Nagel s'en sert pour négocier, même depuis sa cellule. C'est fort. Très fort. Elle traite directement avec Judd, le directeur de la CIA. Son deal,
Elle donne la vidéo et garantit que Sacha Vesna coopérera pour reconstruire le projet jugé vital face aux Russes et aux Chinois. Attendez, coopérer. Sacha devrait aider à reconstruire le projet qui l'a traumatisé? C'est le dilemme terrible, oui. En échange, Judd doit abandonner toutes les charges contre Nagel, Langdon et Catherine. C'est Langdon qui doit convaincre Sacha. Comment il fait ça? C'est presque impossible. Il utilise le concept d'absolution bilatérale. Pardon mutuel. En quelque sorte, la CIA pardonne au golem ses actions et Sacha Golem pardonne ce que la CIA lui a fait subir via le projet. C'est présenté comme la seule issue, sa sécurité future, une nouvelle vie sous protection américaine en échange de sa collaboration. Un compromis très difficile, qu'elle accepte. Elle finit par accepter, oui, elle part aux États-Unis avec Kerbal. C'est la résolution, disons, politique de l'affaire. D'accord. Mais il reste le manuscrit de Catherine, non? On le croyait brûlé. Ah, le dernier tour de Langdon. Il révèle à Catherine qu'il n'a jamais brûlé l'original. Le coup de bluff au Clémentinum. C'est ça, il a juste brûlé des copies des vieux papiers sans importance pour faire diversion. Le vrai manuscrit était caché en sécurité dans la bibliothèque. Un soulagement final pour elle. Quelle histoire! Ça part d'un thriller, mais ça nous amène à des réflexions profondes sur la conscience, sa nature, cette idée de filtre biologique, le GABA. Oui, et surtout comment ces idées, même romancées, peuvent être détournées. Le projet Portal, c'est une mise en garde assez claire sur les dérives possibles de la science quand l'éthique n'est plus là, surtout avec les enjeux de pouvoir et d'espionnage. L'AFA négocié, ce donnant-donnant un peu cynique, ça montre aussi une certaine réalité des rapports de force, peut-être. Tout à fait. Ce mélange d'idées spéculatives et d'actions, ça fonctionne bien pour nous tenir en haleine et nous faire réfléchir. Et ça nous laisse avec une question, je trouve. Laquelle? Si on prend juste une seconde au sérieux l'idée de base du livre, que notre perception de la réalité est limitée, filtrée par notre biologie, qu'est-ce que ça impliquerait vraiment si on pouvait, comme le suggère Catherine Solomon dans cette fiction, moduler ce filtre, jouer avec les fréquences de notre poste de radio cérébrale? Quelle capacité on pourrait découvrir? Quelle compréhension du monde ou des autres? Quelle connexion? Voilà. L'histoire de Langdon et Solomon reste une fiction, bien sûr. Mais elle ouvre une porte sur ces questions vertigineuses concernant notre propre esprit, notre propre conscience. Est-ce juste un bon livre ou est-ce que ça touche à quelque chose de plus fondamental? C'est une excellente question pour conclure et continuer à y penser. Merci beaucoup pour cette exploration très riche.